On va commencer. Bonsoir à tous. Moi, je suis Afida Itoufela de Paris. J'ai la chance aujourd'hui de modérer la session du docteur Ulrika Chaput, qui est praticien hospitalier à Saint-Antoine, qui va vous parler de la gestion endoscopique des urgences biliaires, puisque c'est probablement une pathologie ou des pathologies que vous serez amené à voir en réanimation, avec des problématiques diagnostiques et puis de prise en charge. Merci beaucoup Ulrika, et tu as le champ libre. Merci Afid, merci de m'avoir invité à faire ce topo. J'espère qu'il sera clair pour vous. Donc, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine en endoscopie digestive, notamment en interventionnel. Alors évidemment, le sujet principal de ce topo, ça sera les angiocolites. Et j'évoquerai également les hémorragies post-sphinctérotomie, le cas des pancréatites aiguës biliaires, les cholécystites et puis les fistules ou plaies biliaires. Donc d'abord, le gros du topo, les angiocolites. Alors, vous savez faire le diagnostic positif, il s'agit d'un sepsis. Alors, comment définir le point de départ biliaire? Il y a la clinique, bien sûr, avec des patients qui décrivent une histoire biliaire, des douleurs de l'hypocondre droit, postprandial, avec l'irradiation que vous connaissez en hémiceinture et à l'épaule droite et l'inhibition respiratoire. La classique triade de Charcot, avec douleur abdominale, fièvre et ictère. Et puis une cholestase avec une décoloration des selles et des urines foncées Coca-Cola. Alors le bilan biologique est souvent caractéristique. On note une cytolyse, souvent 300 voire 600 d'alates et avec des alates supérieures aux azates. Une cholestase définie par des phosphatase alcalines à plus de 1,5 fois la normale. Et bien sûr une élévation de la bilirubine totale et à prédominance conjuguée. Alors, il faut s'aider de l'imagerie aussi. Donc, souvent, on peut faire une échographie au lit assez facilement. Et puis, le plus souvent, un scanner abdominal, si possible injecté, si la fonction rénale le permet, qui va montrer donc des signes indirects, une dilatation des voies biliaires, une prise de contraste de la voie biliaire principale, le siège de l'obstacle et puis la cause, en général calcul ou tumeur. Donc ici, une échographie percutanée où vous voyez une dilatation de la voie biliaire principale au niveau du hile hépatique. Souvent, on a du mal à voir quand même les calculs ou les tumeurs en échographie. Donc, il faut s'aider du scanner et vous voyez que même sans injection de produit de contraste, on voit ici une image arrondie, spontanément hyperdense, située dans la voie biliaire principale. Vous avez la réponse, il s'agit d'un calcul. Alors, je vous donne aussi ces images d'IRM, même si évidemment l'IRM n'est pas forcément toujours accessible, notamment en urgence. Et donc ici, il y a une coupe en haut à gauche en Coro T2, avec ici la voie biliaire en blanc et une petite image arrondie en hyposignal qui correspond au calcul. Ici, carrément un empierrement cholédocien dans la voie biliaire principale. Vous voyez ici la lithiase vésiculaire également. Et ici, les belles coupes de BILIRM avec, comme vous le voyez, hop, une petite lacune ici qui correspond au calcul de la voie biliaire principale. Donc, si on n'a pas encore fait avec ces images, ces techniques d'imagerie, le diagnostic, on peut aller jusqu'à l'écho-endoscopie. Vous savez probablement ce que c'est. Donc, il s'agit d'un examen d'endoscopie digestive qui se fait sous anesthésie générale avec un endoscope muni d'une petite sonde donc miniaturisée d'échographie et qu'on va placer dans l'estomac puis le duodénum. C'est le meilleur examen en termes de sensibilité pour faire le diagnostic de la lithiase vésiculaire et la lithiase de la voie biliaire principale. Vous voyez, on est vraiment juste au contact. Et donc, vous voyez sur cette image de cet été, donc la voie biliaire principale en noir, les liquides sont, vous le savez, anéchogènes en échographie. Et ici, la naissance du cystique. La sonde est ici dans le deuxième duodénum. Et ici, une image hyper échogène avec le classique cône d'ombre postérieur dans la voie biliaire principale. Donc, le diagnostic est posé de calcul. Alors, vous savez que le traitement peut se faire soit par voie chirurgicale, soit par voie endoscopique. Les deux sont efficaces. Mais quelle est la morbidité? Alors, il n'y a pas d'études vraiment là comparatives, mais vous voyez sur ce papier un petit peu ancien de 98, puisqu'on faisait encore des chirurgies ouvertes de cholédoque, il y a une morbidité de 16,3% de la chirurgie
voilà, en miroir cette méta-analyse de 2016 qui montrait que la CPRE avait un taux de complication de 6,85%. Globalement, c'est entre 4 et 10% dans les études. Là, le plus souvent, une pancréatite aiguë, mais ça peut être une hémorragie, une infection ou une perforation dans des rares cas. La mortalité, elle est assez faible en chirurgie, mais non nulle, hein, environ 1,2%, et on voit qu'à plus de 60 ans, elle s'élève à 2,4%, alors qu'elle reste assez basse lors des CPRE. Et vous voyez qu'il s'agit de voies ouvertes, hein, de l'aparo, puisqu'on faisait des cholédochostomies, ce qui maintenant est de plus en plus limité avec le développement de la cilioscopie. Alors ici, j'aime bien ce papier qui est très vieux, vous voyez, il date de 92, hein, du New England, et qui montrait que finalement, le seul facteur affectant la mortalité pour les angiocolites lithiasiques, c'était un traitement chirurgical. Voilà. Donc, bon, voilà, globalement, il y a eu un net développement du traitement endoscopique dans la prise en charge des voies biliaires. Et alors après, il y avait la question un petit peu de l'âge. Et finalement, vous voyez que dans ce papier un petit peu plus récent, à droite, on voit que ça soit inférieur à 90 ans ou plus de 90 ans, il n'y a pas de différence vraiment significative de mortalité pour le traitement endoscopique. Alors qu'en chirurgie, en cas d'angiocolite sévère, la mortalité est de 27%. Voilà, clairement, un traitement endoscopique qui s'est développé. Alors, comment ça se passe en pratique? Il faut évidemment, comme d'habitude, que l'hémodynamique soit stable. Dans l'idéal, que l'hémostase soit correcte, un TP à 60%, une plaquette supérieure à 50 000, l'hémoglobine à plus de 8. On a une obligation d'informer le patient et ou la famille, évidemment, si le patient est intubé, des modalités et des risques de la procédure qu'on va détailler tout à l'heure. Ça se fait sur le plateau technique d'endoscopie digestive. Ça ne se fait pas au lit comme les hémorragies digestives. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de scopie, donc d'une salle plombée, d'un arceau et d'une infirmière formée aux techniques d'endoscopie interventionnelle qui sont très spécifiques. Ça se fait évidemment sous anesthésie générale. Le patient est intubé, on insuffle au CO2. Et juste pour votre information, hein, hors contexte d'angiocolite, pour les CPRE, on va dire froides, il est préconisé une prophylaxie de la pancréatite aiguë par suppositoire d'anti-inflammatoire en l'absence d'insuffisance rénale. La pancréatite étant, comme vous l'avez vu, notre principale morbidité du geste. Alors, les principes de la CPRE, vous savez que la CPRE, c'est la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. En pratique, on s'occupe soit de la voie biliaire, soit du pancréas et pas des deux. Donc, il y a plusieurs temps. Le premier temps est un temps d'accès à la voie biliaire principale. Le deuxième, d'opacification, puisqu'on rentre en fait assez rarement des endoscopes dans la voie biliaire principale. Il s'agit d'un examen fait avec un contrôle scopique. Et le troisième temps, un temps thérapeutique. Il n'y a jamais, quasiment jamais, on va dire, de CPRE diagnostique. Donc, l'accès à la voie biliaire principale, on utilise ce petit instrument qui s'appelle un sphinctérotome, avec la poignée de l'autre côté. Et vous voyez que quand on tire sur la poignée, ça raccourcit ce fil et ça permet de courber ce qu'on appelle le nez du sphinctérotome, ce qui va nous permettre, en le courbant, vous voyez, on rentre dans la papille, d'atteindre ici la naissance de la voie biliaire principale. Et vous voyez qu'il y a aussi un fil métallique qui nous servira à faire la sphinctérotomie, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, à partir du moment où on est rentré dans la voie biliaire principale avec ce petit instrument, on monte notre fil dans la voie biliaire principale et on va opacifier. Vous voyez ici le fil dans les voies biliaires intrahépatiques gauche. On met du contraste et donc vous voyez ici le cystique, la voie biliaire principale qui est très large, donc on a du mal à beaucoup l'opacifier, et clairement une lacune de contraste qui correspond à un macrocalcul d'une petite mamie de cet été. Alors ici, par contre, vous voyez que l'opacification est complètement différente, puisqu'on a les voies biliaires ici antérieure droite, la voie biliaire principale ici, et ici une sténose de la voie biliaire principale. Donc, on a accédé à la voie biliaire, on a identifié le problème, et il s'agit maintenant de faire le traitement. Donc, le traitement va dépendre de la cause. Est-ce qu'il s'agit d'un calcul ou d'une sténose? Et puis de l'hémostase.
Donc, selon un algorithme assez simple, si l'hémostase le permet, on va pouvoir réaliser donc une sphinctérotomie endoscopique, je vais y revenir, et ensuite soit l'extraction de calcul, soit la pose d'une prothèse. Alors, la sphinctérotomie endoscopique, je vous ai montré tout à l'heure le sphinctérotome qui rentrait dans la papille, donc les instruments qui montent dans la voie biliaire, qu'il faut s'imaginer derrière, et puis le fil métallique là, qu'on va connecter à un bistouri, et en fait, on va inciser ici l'infundibulum pour ouvrir cette papille, ce qui va nous permettre d'extraire les calculs et de mettre les prothèses. Donc, vous voyez, hop, on coupe pas à pas, tout en haut de l'infundibulum. Donc, c'est ça la sphinctérotomie endoscopique. Alors, c'est le temps de tous les dangers, globalement. C'est là où il y a un risque de perforation duodénale, si on coupe trop loin, et un risque d'hémorragie, puisque comme vous le voyez, la papille est entourée de branches de l'artère rétro-duodénale, gastro-duodénale et rétro-duodénale. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un saignement digestif. Donc, on essaye, enfin, vous plutôt essayez d'optimiser l'hémostase. Et sachez qu'on peut faire cette sphinctérotomie avec l'aspirine, mais pas avec les autres anti-agrégants plaquettaires. Donc, après avoir fait la sphinctérotomie, s'il s'agit de calculs, on va aller les extraire. Et on a plusieurs instruments pour ça. Un petit panier qui s'appelle une dormia, donc qui est rentré en fait dans le cathéter, qu'on va passer dans le duodénoscope, monter dans la voie biliaire, l'ouvrir et capturer le calcul. Ou alors ce ballonnet donc, qui se gonfle d'air là. Donc on le monte pareil sur le fil guide dans le duodénoscope. On va aller le gonfler dans la voie biliaire et en fait on va aller descendre le calcul. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ici des images avec, vous voyez, la voie biliaire principale, les voies biliaires intrahépatiques. Le ballonnet est ici gonflé et descend le petit calcul qui est derrière. Et ici 3 exemples classiques de lithiase. Vous savez, la lithiase cholestérolique blanche, la lithiase pigmentaire brune d'angiocolite et pigmentaire noire d'hémolyse. Donc, comment ça se passe, l'extraction? On monte sur notre fil le cathéter à ballonnet et puis on va aller sortir le calcul de la voie biliaire principale et on le largue dans le duodénum. On ne le récupère pas. Alors, des images récentes du mois de septembre avec donc ici la voie biliaire principale qui est un petit peu opacifiée, le cystique, et vous voyez ici le calcul. Donc, le ballonnet est ici tout blanc, monté en amont du calcul, descendu pour descendre ce calcul-là. Et c'était voilà, vraiment le calcul classique de l'angiocolite, pigmentaire, brun, avec souvent un peu de boue biliaire. Ici, une autre image, mais d'un tout petit calcul beaucoup plus rond, bien délimité. Et notre calcul de tout à l'heure, que vous voyez là, qui s'est fragmenté. Alors, donc ça, c'était en cas de calcul. On peut être amené également à poser des prothèses biliaires. Alors, classiquement, on a 2 types de prothèses biliaires. Les prothèses plastiques, qui sont assez fines, qui font 10 French, donc 3 mm de diamètre, puis bon, il y a plusieurs longueurs. Et les prothèses qui sont métalliques, elles peuvent être couvertes ou non couvertes. Elles sont beaucoup plus larges, à 10 mm de diamètre. Alors, pour les calculs aussi, on peut être amené à poser des prothèses, comme dans ce cas-là, où en fait, vous voyez le calcul qui avait été extrait, et puis la voie biliaire se vidangeait pas bien, il restait encore du contraste à l'intérieur, et une bile, vous voyez, qui était très épaisse. Le malade était très grave, et donc j'avais mis une prothèse plastique pour faciliter cette vidange bilio-digestive. Alors évidemment, quand la sténose est tumorale, là, on est vraiment obligé de mettre une prothèse. Ça, c'est des images classiques de sténose tumorale de la voie biliaire principale, ici et ici. Et donc, on va mettre ces prothèses qui sont, je vais vous montrer tout à l'heure, montées également sur cathéter, qu'on passe sur fil guide. Tout ça est toujours sécurisé sur fil guide avec un contrôle scopique. On va la monter dans la voie biliaire principale et puis on va la larguer et elle va s'ouvrir à peu près en 48 heures, mais déjà tout de suite après le largage, elle est quand même assez ouverte et permet en fait la vidange bilio-digestive. Donc les images de tout à l'heure, que je vous avais montré là, du début du mois de septembre, avec cette sténose tumorale. Et vous voyez ici la prothèse qui est ici larguée de là à là.
Un autre cas de sténose tumorale ici, fin du mois d'août, avec ici, vous voyez la prothèse, on la voit peut-être un petit peu mieux. Donc, à ce niveau-là, et qui a un débord duodénal. C'était une prothèse métallique et puis non couverte de film plastique. Alors, sachez quand même que même si on ne peut pas optimiser l'hémostase, on peut toujours poser une prothèse biliaire sans sphinctérotomie. Donc, alors, la CPRU, mais dans quel délai? Alors, tout d'abord, ce papier de 2013 qui montrait que finalement, quand on passait 48 heures après l'admission pour réaliser la CPRE, il y avait un risque de réadmission dans les 30 jours. Bon. Cet autre papier qui montrait que si la CPRE était réalisée, là, c'était plus de 72 heures après l'admission. Donc là, il ne s'agissait pas de réadmission, ça augmentait par 7,8 le risque de mortalité, de séjour en réanimation et de défaillance d'organes. Ça augmentait également le risque d'une hospitalisation prolongée d'un facteur 20. Et cet autre article qui montrait que si la CPRE est réalisée au-delà de 48 heures, donc on avait un risque de défaillance, enfin une défaillance d'organes persistante plus importante, une insuffisance rénale, un risque d'insuffisance rénale, un séjour en réa à l'hôpital et surtout bien sûr une mortalité significativement plus importante. On voit très bien d'ailleurs sur ce graphe que plus le délai entre l'admission et la CPRE est important, plus le risque de défaillance d'organes augmente. Et là, c'était 16,8% par jour d'attente de la CPRE. C'est d'ailleurs ce que disent les guidelines de Tokyo, que j'imagine vous connaissez, de 2018. Donc, qui classent en 3 grades de sévérité les angiocolites. Tout d'abord, le grade 3, sévère, où il y a au moins une dysfonction d'organes. Le grade 2, donc modéré, où il faut au moins 2 de ces éléments ci-dessous, donc plus de 12 000 blancs, moins de 4 000 blancs, une fièvre supérieure à 39, un âge en tant que tel, qui est un argument, plus de 75 ans, une hyperbilirubinémie, une hypoalbuminémie. Et puis, s'il n'y a aucun de ces critères, ou un seul de ces critères, ça sera une cholangite, une angiocolite légère, on va dire. Donc, à partir de ces 3 grades, il y a des recommandations de prise en charge, avec en cas de grade 3, un drainage dit urgent, en cas de grade 2, un drainage dit précoce, et en cas de grade 1, on termine les antibiotiques ou on réalise un drainage, ça dépend un petit peu de la cause. Nos recommandations, nous, donc l'USGE, qui est la Société européenne d'endoscopie de 2019, dit en cas de grade 3, une endoscopie, enfin une CPRE dans les 12 heures, et en cas de grade 2 dans les 48-72 heures. Alors évidemment, c'est la théorie. Après, il faut aussi que le plateau soit accessible, que le malade soit stabilisé dans toutes les conditions de la vraie vie. Donc en pratique, il y a un développement majeur du traitement endoscopique. Évidemment, j'en ai pas parlé là, mais ça dépend de l'accessibilité des techniques en fonction des centres. On essaie faut essayer de transférer au maximum vos patients dans des centres qui peuvent faire de l'endoscopie interventionnelle. En tout cas, clairement, l'endoscopie présente moins de morbidité que la chirurgie. Et si, comme on l'a montré, si le patient a plus de 60 ans et a des défaillances, un traitement endoscopique est indiqué. Alors ensuite, je vais parler des hémorragies post-sphinctérotomie. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. En fait, un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir un endoscopiste interventionnel et ça a quelques petites choses un peu spécifiques. Donc, il faut savoir que souvent, elles sont bénignes ou modérées et que les hémorragies post-sphinctérotomie sont vraiment très rarement sévères. Elles peuvent être soit immédiates, mais soit retardées plusieurs jours après la CPRE. Les facteurs de risque, c'est une infundibulotomie, donc une incision avec une aiguille. Enfin, c'est une autre technique d'accès à la voie biliaire. Plus à risque, on va dire, évidemment, des troubles de la coagulation, une anticoagulation dans les 3 jours qui précèdent la CPRE et une angiocolite en tant que telle. Alors, les spécificités du traitement, donc
si possible, faire intervenir un endoscopiste interventionnel qui va utiliser un appareil un peu spécifique, qui est donc le duodénoscope dont on a parlé tout à l'heure, qui a une vision latérale, donc qui nous permet de nous positionner en face de la papille. Bon, on peut aussi utiliser un gastroscope dans certains cas. Donc, comme on l'a vu, le siège, c'est souvent au pôle supérieur, là où on a incisé de la sphinctérotomie. On peut utiliser soit des méthodes thermiques, soit des clips, mais il faut bien avoir repéré l'orifice pancréatique, sinon on va juste créer une pancréatite aiguë sévère. On peut être amené à poser une prothèse métallique biliaire entièrement couverte qui va venir finalement en s'ouvrant comprimer le vaisseau et faire l'hémostase. Et puis sachez que bon, si il n'y a pas de duodénoscope, il n'y a pas d'endoscopiste interventionnel, on peut toujours faire un traitement avec de la poudre hémostatique en utilisant un gastroscope, l'hémospray. Il faut éviter en tout cas l'injection d'adrénaline, il y a le pancréas derrière. Donc voilà, c'était le petit aparté sur les hémorragies post-sphinctérotomie. Ensuite, le cas des pancréatites aiguës biliaires. Alors, il y a vous savez, la CPRE dans la pancréatite aiguë biliaire, il y a du pour et du contre l'affaire. Le pour, en théorie, ça serait obtenir une vidange biliaire et donc diminuer le risque de récidive de pancréatite aiguë biliaire. Et le contre, c'est donc les risques de la CPRE, aggravation de la pancréatite aiguë, perforation, hémorragie, angiocolite, on l'a vu, les risques de l'anesthésie générale. Et ce qui fait que finalement, là, la recommandation actuelle, c'est en cas d'angiocolite, là, il n'y a pas photo, il y a une obstruction biliaire avec un sepsis, il faut faire une CPRE, comme on l'a vu, sphinctérotomie, extraction des calculs. Mais en l'absence d'angiocolite, qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez probablement cette étude parue dans Lancet en 2020 du groupe hollandais qui publie énormément dans les pancréatites aiguës, qui a finalement randomisé 230 patients entre un groupe qui avait une CPRE systématique dans les 24 heures. Il n'y avait pas d'écho-endoscopie avant, c'était systématique CPRE. Et un groupe qui avait une CPRE que selon les recommandations, c'est-à-dire en cas d'angiocolite ou de cholestase persistante. Et il faut savoir que dans ce groupe, 31% des patients ont eu une CPRE. Donc le critère principal était les complications majeures ou le décès. Et on voit finalement qu'entre les deux groupes, il n'y a pas de différence de complications principales ou de mortalité. Donc il n'y a pas de bénéfice sur ce critère principal. Alors évidemment, il y avait quand même moins d'angiocolite dans le groupe CPRE versus le groupe pas de CPRE, vous allez me dire heureusement quand même. Et il y avait aussi moins de récidives de pancréatite aiguë biliaire. Et finalement, ça appuie donc les recommandations de notre société européenne, qui est assez prudente, qui recommande la CPRE uniquement en cas d'angiocolite associée à la pancréatite aiguë ou en cas d'ictère persistant. On est vraiment très réticent à faire une CPRE en phase aiguë d'une pancréatite aiguë parce qu'on peut nettement aggraver la pancréatite aiguë et donc le pronostic du patient. Alors, je voulais vous parler un petit peu des cholécystites pour vous donner les dernières données, on va dire. Donc, vous savez que le traitement, il est chirurgical, comme le disent les guidelines de Tokyo, c'est le traitement classique, qui est évidemment toujours d'actualité, que si les patients sont à haut risque chirurgical, on peut réaliser un drainage radiologique percutané, que tout le monde connaît. Sachez que le traitement endoscopique, donc PTC percutané, ET et EUS, c'est des traitements endoscopiques, peuvent être considérés, peuvent être proposés dans des centres à haut volume avec de l'endoscopie interventionnelle. Donc, pour que vous soyez un petit peu informé de ça, on peut faire soit un drainage vésiculaire en passant par voie transpapillaire. Donc, on va, comme tout à l'heure, passer avec un duodénoscope dans la voie biliaire principale. Je vais vous montrer un décliché après, mettre des fils guides et drainer la vésicule spécifiquement.
ou plus récemment un drainage vésiculaire sous écho-endoscopie. Donc voilà, ça c'est des images de drainage transpapillaire de la vésicule. Donc vous voyez le duodénoscope, la voie biliaire principale et le fil qui est monté dans le cystique, ici, et on laisse un drain ou une prothèse dans la vésicule pour aller drainer cette vésicule biliaire. Honnêtement, ce traitement est très très peu réalisé en pratique courante. Par contre, ce qui se développe, c'est ces traitements-là sous écho-endoscopie. Donc, c'est un écho-endoscope, hein, l'appareil qui est muni d'une petite sonde qui permet les ultrasons. Et nous, en fait, soit en transe, on va dire antrale, prépylorique, soit dans le bulbe, on est juste en face de la vésicule biliaire. Et on peut là mettre ces petites prothèses qu'on appelle prothèses d'apposition parce qu'elles sont censées plaquer la paroi du tube digestif avec la paroi vésiculaire. Elles sont métalliques et entièrement couvertes et vous voyez, elles vont drainer, enfin le liquide de la vésicule peut se drainer directement dans le tube digestif. Alors vous voyez ici un petit film. Donc là, la sonde d'écho-endoscopie, elle est ici. Le cathéter a été poussé dans la vésicule qui est à ce niveau-là. Et donc, on peut assez bien contrôler sous écho-endoscopie. Vous voyez l'ouverture de la collerette distale qu'on voit très, très bien s'ouvrir sous écho-endoscopie. Après, on va ramener en fait le cathéter vers la paroi digestive et on va ouvrir la deuxième collerette ici. Donc, on peut mettre des prothèses assez larges, hein, de 10 mm, voire 15 mm de diamètre, qui réalisent un drainage très, très efficace et évidemment beaucoup plus confortable qu'un drainage percutané, mais ça implique que le patient puisse être endormi. Alors ensuite, un point sur les fistules ou plaies biliaires. Vous savez, on est passé de la voie ouverte, la paroi à la voie célio. Pour autant, les plaies biliaires ne sont pas très, très différentes. C'est rare, hein, 0,2 à 1,4%. Mais c'est vraiment source d'une morbidité importante pour les patients. Alors, il y a toute une classification que je vous épargne sur les plaies biliaires. Elles peuvent concerner soit le moignon cystique, donc, il n'est pas bien marqué là d'ailleurs, la voie biliaire principale, le lit vésiculaire ou des canaux aberrants, dits canaux de Louchka hépatique. Alors, vous voyez ici, c'est assez clair, on voit la voie biliaire principale et puis le cystique, vous voyez, et là, une flaque de produit de contraste au niveau du cystique. Pareil, ici, une CPRE qu'on avait faite avec ici le cystique et là, vous voyez, quand on opacifie, on voit une flaque de produit de contraste. Donc ça, c'est vraiment la fuite classique post-cholestectomie sur le moignon cystique. Alors ça, vous voyez, c'est des vieux clichés que j'ai trouvés parce qu'on n'a plus ça. Quand on laisse évoluer les fistules, évidemment, il y a une sténose qui se développe au niveau de la voie biliaire principale. Et donc là, il y a une espèce d'assemblage de sténose et de fuite par plaie de la voie biliaire principale. Vous voyez, ici, on voit encore mieux la sténose et la fuite ici de contraste. Voilà. Alors, les différents moyens de traiter ces fistules biliaires. Donc, il y a la sphinctérotomie endoscopique en tant que telle, puisqu'elle va diminuer finalement la pression du sphincter d'Oddi et donc le gradient de pression entre la voie biliaire principale et le duodénum. On peut mettre un drain nasobiliaire, donc pas très confortable pour le patient, mais qui passe par le nez et qui remonte dans la voie biliaire principale. Et puis, les prothèses que je vous avais montrées, plastiques ou métalliques. Et plus classiquement, une combinaison entre une sphinctérotomie et donc soit un drain, soit plutôt une prothèse biliaire. Évidemment, il faut toujours traiter les lésions associées, calcul, plus rarement sténose. C'est souvent quand il y a un calcul résiduel d'ailleurs que ça se passe. Alors, donc vous voyez ici des clichés avec le ballonnet ici dans le canal gauche et on va finalement opacifier en descendant et vous voyez là, hop, une fuite de contraste qui était probablement au niveau de la voie biliaire principale. Ou de plus mauvais pronostics. Donc voilà, j'avais fait une sphinctérotomie plus une mise en place de prothèse. Vous voyez ici un petit peu la prothèse sous scopie, l'image là et l'image endoscopique. Donc on les laisse entre 1 mois et 3 mois et puis on contrôle. Donc le traitement endoscopique a un très bon résultat. Hein,
ces fistules et plaies biliaires que les chirurgiens ont beaucoup de mal à traiter. En fait, chirurgicalement, c'est un enfer, c'est très inflammatoire. Donc, ils sont assez contents qu'on intervienne. Donc voilà, c'est des petites séries, mais globalement, vraiment, les résultats sont à plus de 90% avec un taux de complication de la CPRE de 4 à 10%. Les facteurs de succès, c'était évidemment la localisation. Clairement, si c'est une fistule au niveau du moignon cystique, ça va être de pronostic beaucoup plus favorable. Et puis, le fait de mettre un stent, quand même, biliaire également améliorait le pronostic du traitement. Alors, quand se sont développées les prothèses biliaires métalliques, on a essayé également de mettre ces prothèses-là. Vous voyez ici la photo de cette prothèse qui est en fait sur le cathéter de là à là, qu'on met donc sur fil guide, comme dit précédemment. Et donc, bon, des petites séries toujours, mais avec un taux de succès vraiment très important, de plus de 90%. Donc, c'est un traitement efficace, un traitement endoscopique. La morbidité reste faible. Les limites, évidemment, ça va être la transection complète. Si la voie biliaire principale est complètement sectionnée, le fil guide ne montera pas dans les voies biliaires intrahépatiques. Et on ne peut pas mettre la prothèse dans le vide, dans le ventre du malade. Les pertes de substances étendues, une sténose qui est très serrée associée. Et donc, on va mettre soit une plastique, soit parfois, on va discuter de mettre d'emblée une prothèse biliaire couverte extractible. Tout ça doit se faire en concertation, évidemment, avec l'équipe chirurgicale. Donc, en conclusion, on observe vraiment depuis les années 80 maintenant un développement majeur du traitement endoscopique dans la prise en charge des urgences biliaires. Alors, pour l'angiocolite, qui est le thème principal, on préconise une CPRE rapide, voilà, si possible dans les 48 heures, selon les possibilités techniques locales. Sachez que les hémorragies post-sphinctérotomie, dans l'idéal aussi, doivent être traitées par un endoscopiste interventionnel. Attention à la pancréatite aiguë biliaire, où les indications de la CPRE sont extrêmement restreintes. Pour votre culture, j'allais dire, vous avez vu que dans les cholécystites, même si le traitement chirurgical reste la base, il y a une place des nouvelles techniques d'endoscopie. Et en cas de fistule et plaies biliaires, clairement, le traitement endoscopique doit être réalisé en premier lieu. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ulrika, pour cette présentation très claire. Tu veux peut-être arrêter le partage, comme ça on peut se voir. Donc, les étudiants sont connectés, ils sont invités à... Il y a un système de chat, tu sais, où ils peuvent poser des questions et puis on répond. Donc, il y a le premier étudiant qui pose une question sur l'étude du Lancet, là, sur la CPRE dans la pancréatite aiguë, hier, et qui dit quelle est la proportion dans cette série de malades qui étaient des malades graves de réa. Et est-ce que dans cette sous-population de malades qui seraient graves polydéfaillants, il y aurait plus un bénéfice d'avoir une CPRO? Alors, je ne crois pas, mais il faudrait peut-être que je relise plus dans le détail qu'il y avait vraiment une catégorisation des patients. Je vais me remettre juste dessus. C'était en fait, je crois qu'ils avaient, mais toi tu dois le connaître peut-être mieux que moi, Afid, je crois un score prédictif de gravité de la pancréatite aiguë, et c'était dans les pancréatites aiguës où on pensait qu'elle serait sévère, parce que vous savez que les pancréatites aiguës dites légères, pour le coup, ça n'a pas lieu d'être, mais dans les pancréatites aiguës sévères, en fait, c'était celle-là qui était, c'était ces patients-là qui étaient inclus. Et ce qui a été assez, on va dire, étonnant pour nous, on va dire en France, c'est qu'il n'y avait pas d'écho-endoscopie réalisée avant. Donc, même si la voie biliaire principale était vide, il faisait quand même une sphinctérotomie endoscopique. Ouais, et puis une des questions qui est sous-jacente à ça. Donc, la première chose, c'est que effectivement, c'est des vraies pancréatites aiguës. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'augmentation de 2N de la lipase, il y a des vrais coulées. En revanche, c'est souvent des séries où il n'y a pas beaucoup de malades qui sont en défaillance polyviscérale. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une extension locale. Et c'est des séries où il y a pas mal en polyviscéraux, mais ça ne veut pas forcément dire que plus vous êtes grave, plus vous en bénéficiez. Parce que ce que explique Ulrika Chaput, c'est que c'est un geste, en fait, qui est un geste compliqué, qui est associé lui-même à des complications. Et deuxièmement, en triturant la voie biliaire, vous pouvez aggraver la pancréatite.
D'accord? Ce n'est pas simplement de se dire plus c'est grave, plus il faut déboucher. Le geste en lui-même est compliqué. Ça veut dire de l'anesthésie générale, de l'intubation chez les malades fragiles. Et puis dès que vous triturez un environnement comme ça inflammatoire, c'est très dangereux, quoi. Mm. Je comprends. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, comme tu avais commencé par l'IRM, je voulais directement te poser la question. Comme tu leur montres des images, l'idée, c'est de dire où est-ce que tu positionnes cet examen dans ton algorithme. Bon, en fait, c'était plus pour vous montrer des jolies images, parce que clairement, d'une part, les patients intubés ne vont pas à l'IRM parce qu'ils ne peuvent pas rester sans surveillance. Donc, c'est absolument pas les angiocolites sévères avec défaillance. Hein. C'est certains cas de mamie qui s'améliorent, en fait. Hein. C'est plutôt le cas des migrations lithiasiques. Les mamies qui s'améliorent, qu'on n'a pas envie d'endormir, entre guillemets, pour rien. Et on peut vraiment être sûr qu'il y a un calcul avant d'y aller, hein, mais c'était plus un peu de l'iconographie. Donc, c'est pas, tu dirais, surtout chez les malades critiques, c'est pas un examen que tu mettrais dans l'arsenal, quoi. Non, 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 c'est les malades critiques, comme le disent les recommandations, il ne faut pas trop traîner. En général, il y a un scanner qui est fait. Et si clairement le patient est grave, vous avez une forte suspicion, et même si le scanner ne montre pas, on va aller à l'endoscopie. Mais dans ces cas-là, comme je vous l'ai montré, on va faire une écho-endoscopie d'abord pour ne pas faire de CPRE diagnostic, hein, pour vraiment faire une CPRE qu'en cas d'obstacle sur la voie biliaire principale. Très bien. Donc, un autre point que je voulais discuter avec toi, qui est un point moi, qui m'intéresse quand même particulièrement, c'est la réflexion sur le délai de désobstruction. Hein, vous savez, comme vous l'a bien montré Ulrika, d'abord, il n'y a pas énormément d'études. Ensuite, il y a beaucoup d'études rétrospectives. Et on dit qu'il ne faut pas attendre, mais vous avez vu que les ranges de délai qui sont proposés ou étudiés, ce n'est pas des heures, quoi. C'est des tranches de 12 ou 24 heures. D'accord? Et nous, on avait fait une étude sur des malades de réa. Donc, on a fait une étude multicentrique, nous, en France, sur 500 malades de réa. Et on s'était intéressé à cette problématique du délai. On avait montré, par exemple, que le cut-off qui était associé plutôt à une perte de chance, c'était au-delà de 48 heures. Mais en fait, le message de cette étude, ce n'est pas de dire il faut attendre 48 heures. Le message, c'est surtout quand vous êtes jeune ou vous êtes la nuit seul face à un malade, c'est de ne pas se précipiter pour dire il faut que je le débouche. En fait, ce n'est pas ça la morale. La morale de l'histoire, c'est qu'un malade qui a une angiocolite grave et qui est en choc septique, ce qu'il faut, c'est le réanimer. Il faut réanimer le malade, le stabiliser, et si c'est la nuit, bah, vous avez le temps la nuit. Et je pense qu'il ne faut pas du tout mélanger réanimer un malade et essayer de le déboucher en même temps. L'urgence absolue, c'est de le réanimer. Et ensuite, quand le malade est stabilisé, vous voyez, Ulrika Cachapu vous a dit les recommandations, c'est 12 heures, ce n'est pas 2 heures. Et ben, une fois qu'il est stabilisé, qu'il a les bons antibiotiques, c'est peut-être l'amener dans des bonnes conditions parce qu'eux aussi ont besoin que les malades soient dans de bonnes conditions pour faire un geste optimal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. De toute manière, nous, on ne travaille pas la nuit. Hein, faut quand même, il n'y a pas de garde la nuit d'endoscopie interventionnelle. Il y a assez souvent dans beaucoup de centres, et à la PHP, ça va reprendre d'ailleurs une astreinte le week-end. Mais clairement, il faudra attendre les jours, la journée pour faire le geste sur un plateau technique d'endoscopie interventionnelle. Et là, j'en ai pas parlé, mais évidemment, si vous êtes très éloigné d'un centre, vous avez la possibilité de faire un drainage percutané radiologique en attendant pour que le patient ne se dégrade pas et qu'il y ait quand même un drainage biliaire avant le traitement de la cause, traitement endoscopique. Ouais, ça, c'est un point important, vous avez vu qu'elle soulève, c'est l'histoire de la garde et de l'astreinte. Si à Paris, vous n'avez pas, en tout cas, il y a sûrement des gens en province, mais à Paris, vous n'avez pas la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, comme on l'a dit, on peut attendre quelques heures sur une angiocolite. Le problème qui se pose principalement, c'est comment on gère le week-end. Et si un malade rentre le dimanche, bah, toujours pareil, on peut toujours attendre 12 heures. Le problème majeur, c'est le malade qui arrive le samedi matin. On se dit, bah, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de chance parce qu'on est au-delà des 24 et des 48 heures. C'est pour ça qu'il y a une réflexion, je pense, en Ile-de-France sur une astreinte. Deuxième point important que tu n'as pas abordé, mais c'est plus une question de réanimateur, c'est sur l'antibiothérapie et quel type d'antibiothérapie. Donc, juste un message. Donc, nous, ce qu'on avait fait dans le travail, c'est qu'on a appris, c'est qu'on s'était intéressé en fait à l'épidémiologie microbiologique au cours du temps dans les angiocolites. En fait, ce qu'on a montré, c'est que les infections à BLSE augmentent au cours du temps et qu'aujourd'hui, par exemple, dans les dernières tranches, la récente, ça peut atteindre quasiment 20% des malades.
Donc la question, c'est est-ce que dans l'antibioprophylaxie, des chocs septiques sous angiocolite, il faut en tenir compte? Eh ben, c'est une réflexion qui n'est pas simple, mais en tout cas, le facteur qui avait été identifié comme associé à avoir une BLSE, c'est intuitif, c'est le fait d'avoir une origine non lithiasique. Donc ça, en fait, cancer. Donc c'est évident parce que si vous avez un cancer, c'est parce que vous traînez beaucoup à l'hôpital et vous avez plusieurs lignes d'antibiotiques. Donc peut-être un des messages, c'est quand même d'avoir une antibiothérapie qui soit plutôt de type communautaire, qui couvre les entérobactéries s'il y a une origine lithiasique. En revanche, si c'est une cause non lithiasique ou quelqu'un qui traîne beaucoup à l'hôpital, bah, gardez en tête le fait qu'il y a beaucoup de bactéries multirésistantes et qu'une antibiothérapie plus large, notamment soit avec un aminoside, soit peut-être d'emblée avec un PNM, peut être adaptée. C'est ça le message que je voulais leur délivrer. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, une autre question que je voulais te poser, c'est sur cette histoire de l'hémostase, hein, parce que tu as dit quand même qu'il y a des complications. Tu peux nous. Donc, quels sont, vous, vos desiderata sur le niveau d'hémostase des patients pour faire un geste? Alors, globalement, j'avais dit donc les plaquettes supérieures à 50 000. J'avais mis le TP supérieur à 60. Un 50-60, c'est bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce que finalement, quand nous, on va aller d'une part faire la sphinctérotomie, là, je vous ai montré le film de l'incision, ça diminue le risque de saignement immédiat et retardé. Et puis, parfois, on doit faire la deuxième technique, qui est donc une technique plus compliquée d'infandibulotomie, où on va aller avec une petite aiguille inciser en fait l'infandibulum. Et là, si on incise et que ça saigne la rage, on ne va pas y arriver. Donc, en gros, ce qui nous permet d'augmenter nos chances de succès et donc d'utiliser potentiellement les deux techniques, c'est d'avoir une bonne hémostase. Si on n'a pas une bonne hémostase, comme je disais, on va quand même essayer de monter dans la voie biliaire. On n'incisera pas, quelle que soit la technique, et on va uniquement mettre une prothèse dans la voie biliaire principale. Mais ça sera une prothèse plastique de plus petit calibre et donc un traitement, on va dire, moins efficace qu'un bon drainage ou que le fait d'enlever le calcul. On va devoir après, de toute manière, y retourner. Donc on est moins à l'aise quand on n'a pas une bonne hémostase. Très bien. Donc, en fait, on a parlé de la situation qui est la situation la plus classique, c'est-à-dire d'angioclolite avec une obstruction permanente. Mais il n'est pas si rare que ça d'avoir des malades qui font des migrations lithiasiques, hein, qui peut d'ailleurs avoir des symptomatologies cliniques bruyantes. Hein. C'est des gens qui vont avoir mal au ventre, qui peuvent même être en choc septique, mais qui vont ne plus avoir d'obstacle biliaire, avec notamment la bilirubine qui peut décroître. D'accord. Donc ça, c'est un diagnostic qu'on voit de temps en temps avec des douleurs abdominales, une cystolyse transitoire, cholectase hystérique, mais qui va se normaliser. Donc toi, par exemple, sur une forte suspicion comme ça, quelles sont ensuite la prise en charge, notamment endoscopique, que tu proposes? Alors nous, vraiment, il y a eu des études qui ont montré que si le bilan se normalise, et vous savez qu'en cas de migration, il y a un pic de cytolyse qui va tout de suite diminuer, s'il se normalise, le risque de calcul résiduel, il est très faible, c'est de l'ordre de 2%. Donc clairement, on va vraiment privilégier pour le coup la BLIRM et voir, parce que s'il n'y a pas de calcul, ça évite une anesthésie générale, une place au bloc, etc. Si par contre, il y a donc soit évidemment une septicémie, une bactériémie, soit une absence d'amélioration clinique ou biologique, eh ben, on va donc soit essayer de quand même avoir le diagnostic formel par de l'imagerie, donc si possible une IRM, mais si localement on n'a pas la possibilité, parce que l'accès à l'IRM n'est pas toujours aisé, on va aller quand même dans ces cas-là à l'endoscopie. Le malade ne s'améliore pas cliniquement ou biologiquement, il faut qu'on sache ce qui se passe. On fait une écho-endoscopie, on va voir, et en fonction de ça, s'il y a un calcul ou une tumeur, on draine, s'il n'y a rien, on ne fait rien. Très bien, c'est très clair. N'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes pour les questions. Donc, tu as parlé de la cholécystite et de l'abord endoscopique, puisque tu fais de l'endoscopie, mais tu ne nous as pas dit de la possibilité de l'abord percutané de la cholécystite, hein, qui est une technique qui est quand même possible. Oui, qui est la plus répandue chez les malades fragiles. Je veux dire, là, je vous ai mis ça parce que vous soyez au courant. Vous savez, ces petites prothèses là, vous connaissez probablement la marque, qui se développe de plus en plus dans les nécroses pancréatiques, dans toutes ces indications-là, et qui nous permet, nous, d'aborder, de faire des nécrosectomies, etc. Elle se développe aussi dans ces drainages-là vésiculaires. Et c'est vrai que je pense que globalement, il y a quand même de moins en moins de contre-indications à l'anesthésie
générale et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'endoscopistes interventionnels aussi et de place sur les plateaux techniques et que ça va à terme se développer parce que le drain, vous savez, un drain percutané, c'est quand même très, très inconfortable pour les patients. Oui, c'est vrai. Alors, bon, l'intérêt du drap percutané, c'est que quand même, chez les patients très fragiles, instables ou les patients âgés qu'on ne veut pas endormir, c'est une situation qui est pas mal. L'intérêt, c'est que la courbe d'apprentissage n'est pas compliquée. Ça veut dire que vous pouvez le faire si à l'écho, on voit quasiment sous la peau la vésicule. Une des limites, c'est bien sûr, il ne faut pas que le foie s'interpose entre la vésicule et la peau. Parce qu'on ne peut pas traverser le foie, ça fait vraiment des problèmes, mais c'est une des possibilités. Après, effectivement, c'est quand même pas dénué de risque. Nous, on a une histoire récente d'un drain dans la vésicule qui est ensuite arrivé dans le côlon droit. Donc, ça fait quand même. C'est pas simple et ça demande une certaine expertise, mais c'est une option qu'il faut garder en tête si, encore une fois, on est malade, on ne peut pas les endormir ou les transporter. Oui, je crois qu'il faut garder en tête toutes ces possibilités-là et voir après localement comment on peut faire selon son accès à la radiologie, à l'endoscopie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Ulrika, il n'y a plus de questions. Donc, écoute, il me reste à te remercier pour cette présentation très claire, très didactique et de te dire à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci Afid, au revoir. Merci. Au revoir.